une semaine complète avec cette RTX 5070. Tu vas pas nous refaire des benches sur la 5070, on la connaît. Là ça va changer justement. Parce que là ça va pas être des benches synthétiques, ça va être vraiment mon ressenti auprès de cette carte pendant une semaine. Que donne cette carte graphique au quotidien? Je l'ai essayé pour faire tous les montages vidéo de la chaîne pendant une semaine. Je l'ai essayé aussi pour faire de la retouche photo, Photoshop pour faire par exemple les miniatures. Et je l'ai aussi essayé en jeu. Tu t'es remis au gaming. Ouais, en jeu vidéo, j'ai quand même un peu le temps de jouer un petit peu. Surtout, un jeu, ça va être Warzone. Pourquoi Warzone? C'est parce que tout simplement, il va y avoir Verdance. Ah, les souvenirs que j'ai eu avec Verdance. Ah, des bonnes soirées. Ouais, toi aussi. Ah, hein. oui. Ah, on en a buté quelques-uns. Ah ouais. Mais du coup, je voulais pas me faire complètement défoncer, arriver sur Verdance. Pour la trompe de ma grand-mère, je vais te défoncer la gueule. Ça faisait un petit moment que j'ai décroché le jeu, donc je me suis remis à jouer pour reprendre la main afin d'être prêt le 3 avril. Donc du coup, j'ai pu essayer cette carte pendant une semaine au quotidien et vous donner un vrai avis dessus. Bah moi j'aimerais bien avoir un vrai avis justement sur un jeu compétitif avec et sans technologie. Bah oui, je sais bien exactement. À la place d'avoir des benches synthétiques, je vais vous donner vraiment mon vrai avis. Surtout que l'ancien modèle, la RTX 4070 Super, je vous l'avais mis énormément en avant. Pourquoi je l'avais mis énormément en avant? C'est parce que sur sa tranche de prix, eh ben, je trouvais que c'était la carte qu'il fallait mettre en avant pour une création de build. Voilà. Elle s'en sortait vraiment très bien. Donc là, on va en parler. Et sachez que c'est une carte qui est quand même orientée 1440p. Mais sachez que je l'ai fait énormément travailler en 4K. Donc je vais vous donner aussi mon avis sur cette section de prix MSRP parce que c'est une carte MSRP. Et donc justement pour ça, je vais être accompagné de cette RTX 5070 Gaming OC de chez Gigabit. Tu vas la démonter? Bah évidemment que je vais la démonter. Il a toujours pas compris lui. J'ai rien compris. Oui, je vais la démonter. Et pourquoi? Parce que je veux effectivement bien savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment est finie cette carte. Je vais vous donner mon propre avis, un avis assez singulier, vous verrez, pour une semaine d'utilisation totale sur cette carte en conditions réelles. Pour ça, on perd pas de temps, on se retrouve juste après le petit moment sponsor. C'est parti! Alors vous aurez compris que la sponsor de cette semaine ce sera autour de cet écran, c'est le M27QA de chez Gigabit, donc un 27 pouces en dalle IPS et il existe aussi en blanc, ça sera la version Ice. Elle embarque quand même des choses que j'aime beaucoup parce que j'ai pu forcément le tester. Le KVM qu'on peut retrouver sur ce moniteur là, c'est-à-dire qu'on peut brancher en même temps son PC portable avec sa tour et son téléphone tout en USB type C. Une des options que j'apprécie aussi, c'est l'équaliseur de noir, pouvoir juste lever en éclairage juste quelques noirs afin de déceler quelques ennemis cachés forcément dans des jeux comme Warzone. C'est plutôt pas mal pour tous ceux qui aiment tout ce qui est FPS. On y retrouve le display HDR 400 avec une colorométrie aussi qui va jusqu'à 10 bits, donc soit plus d'1 milliard de couleurs. Et on peut avoir quelque chose qui est pas mal, c'est d'avoir l'OSD directement sur votre moniteur afin de faire vos changements d'options sans passer par le joystick qu'il y a derrière. Ça, pour moi, c'est un gain de temps, bien évidemment. Et d'ailleurs, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir les mises à jour automatiques de votre moniteur sans rien faire. Vous aurez les liens en description du produit. Et si on retournait sur la vidéo, c'est maintenant. Bon, nous voilà de retour. On va pas trop perdre de temps. On va commencer par le démontage de la carte. Comme d'habitude, c'est maintenant. Nous voilà avec le bébé. Déjà, le premier ressenti, c'est qu'on est sur une grande carte. Là, on a une carte qui est vraiment assez grande et on a exactement les mêmes types de finitions qu'on a pu avoir avec la 9070 de chez eux. D'ailleurs, je l'ai à côté de moi. Vous allez voir, c'est vraiment exactement la même, sauf la taille. On a exactement les mêmes textures, on va en parler bien évidemment, mais regardez un petit peu, voilà, et je peux vous dire qu'aussi comparé à une autre marque, on a vraiment un grand format, c'est-à-dire que là on pourrait se dire, j'ai une 5080 entre les mains en termes de format, c'est-à-dire qu'ils ont dû certainement utiliser le radiateur que vous voyez ici avec tout le système de refroidissement pour plusieurs modèles, et ça c'est plutôt assez avantageux pour ce type de modèle là, parce que finalement on a un grand moyen de refroidissement qui est même du coup pas forcément plus haut de gamme. On va se mettre maintenant tout de suite à démonter la carte.
Alors nous voilà avec la carte démontée, on va commencer par la backplate assez légère, quelque chose en aluminium, on peut voir que ça a été plié, de bonne facture, les matériaux sont de bonne facture, un peu légère mais très qualitative, je vous la montre d'un petit peu plus près, on peut le voir, on note aussi l'absence de pâte thermique par contre sur l'arrière de la backplate, je vérifie si on l'a pas sur le PCB, non il n'y en a pas. On va continuer donc avec la case, donc avec le châssis si vous voulez aussi, donc le châssis qui va comporter donc les ventilateurs, on reconnaît bien donc la forme de ventilateur que j'ai déjà pu un petit peu expliquer sur le modèle 906210 XT, donc c'est des ventilateurs qui sont texturés afin aussi d'apporter un plus d'air frais, et on peut s'apercevoir aussi qu'on a un contresens, c'est-à-dire que ces deux ventilateurs vont aller dans ce sens là, sur les extrémités, et on aura exactement le sens inverse pour le ventilateur central. On est toujours avec les mêmes matériaux qu'on a pu noter la dernière fois, donc on a cet esprit un petit peu texturé ici avec quelques petites taches comme vous voyez ici. On a un esprit un petit peu caoutchouc, un petit peu assez sport automobile j'ai envie de vous dire. Toujours avec le petit slider qu'on voit ici pour pouvoir soit illuminer donc le gigabit ou soit montrer directement un ruban d'RGB. On voit le ruban d'RGB de ce côté là. On a aussi apparemment du RGB donc tout autour des ventilateurs, donc on voit ici 3 rubans, on peut s'en apercevoir. Voilà. Nous allons maintenant passer au système de refroidissement, et là franchement écoutez, on a un énorme système de refroidissement. Voilà, il est relativement gros comme on peut se rendre compte, surtout pour ce type de modèle là. Donc on va compter les caloducs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on confirme bien qu'on a 8 caloducs, et ici on n'en a plus que 1, 2, 3, 4, 5, donc il manque 3 têtes de caloducs, et on peut déjà en voir 2 qui se retournent ici. Je vous prendrai des petites photos en même temps, donc on les voit bien ici. Voilà, et je devrais avoir un troisième qui devrait être en dessous, j'ai l'impression, je vais voir si j'arrive à le voir par transparence. Tac. Oui, le dernier là, on le voit ici. Voilà. Donc on a vraiment un système qui est assez réfléchi, on voit vraiment que là il y a vraiment une étude en termes de conception comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi? Parce que tout simplement ce n'est pas des caloducs qui vont aller tout simplement faire des lignes droites comme vous pouvez le voir, c'est des caloducs donc qui vont rentrer sous la plaque de refroidissement qu'on voit ici, qui va pouvoir refroidir donc les éléments comme le processeur, comme la VRAM, comme certaines phases d'alimentation, et il y en a d'autres qui vont aller terminer tout droit, et il y en a qui vont continuer quand même à se recourber sous la backplate afin de récupérer vraiment un maximum de chaleur, dont les 3 sorties qu'on peut voir là. Donc là on a très clairement un système de refroidissement qui est même, j'ai envie de vous dire, overkill pour le modèle. Donc c'est clair que là on en a vraiment pour son argent, parce qu'on parle vraiment d'un modèle MSRP. Les ailettes c'est pareil, c'est des ailettes, elles ne se tordent pas, elles reviennent toutes en place, voire même si j'arrive juste à les déplacer un peu, si là on voit que je les déplace, mais elles reviennent toutes en place. Donc on a vraiment quelque chose, une construction assez solide, vraiment, ça ne bougera pas du tout. Nous allons maintenant attaquer le PCB. Et là on peut s'apercevoir, d'ailleurs je maintiens un petit peu aussi le radiateur, c'est qu'on peut s'apercevoir ici qu'on a toujours ce mastic. Vous avez vu la dernière fois, je vous l'avais dit, c'est la première fois que je voyais sur ces dernières générations là, c'est que là on va pas employer du pad, on va employer ce mastic là. Alors ce mastic là pour moi a quand même quelques avantages. Des désavantages peut-être pour ceux qui vont vouloir mettre leur carte sous eau, sous water cooling, parce que du coup ça va nécessiter un nettoyage supplémentaire. Mais pourquoi je vois un gros avantage derrière, c'est qu'on sait que la durée de vie d'un pad, ça va être son taux d'humidité. Quand un pad sera sec, on va vous toujours dire qu'il va falloir le changer, parce que du coup le indice de transmission sera largement atténué. Là, du fait qu'il soit complètement humide, c'est vraiment une pâte, voilà, c'est un mastic, de ce fait là ils seront quasiment jamais humides, donc il y aura un maintien vraiment à travers le temps. Je vous montre un petit peu le PCB. Donc on reconnaît à chaque fois, il n'y a que pour le moment que je vois ça, c'est ce vernis brillant. Ça incite toujours un petit peu plus aussi de confiance au moment où on va faire une mise en eau, par exemple pour mettre des cartes sous eau, donc en water cooling. Là on voit vraiment. Alors vraiment là je vais aussi vous montrer l'image. Je vais quand même vous le zoomer d'abord et je vais vous montrer une photo de ça. Si vous regardez bien, c'est parfait. L'architecture arrière, les soudures sont parfaites, il n'y a rien à dire.
Vraiment. On a aussi quelque chose qui est très intéressant tout de suite, c'est qu'on a le double BIOS. Donc un double BIOS, encore une fois. Donc pourquoi un double BIOS? Donc un double BIOS, c'est bien pour pouvoir mettre un mode silencieux ou un mode performance, ou pour tous ceux plus tard qui voudront aussi, on va dire, flasher leur BIOS pour aller un peu plus loin dans les compétences, ils auront toujours un BIOS de sauvegarde en cas de bêtises. Ça peut fortement arriver. Donc comme dans toutes les autres cartes, on voit toujours les deux réservations pour de la GDDR7. On peut s'en rendre compte ici, voilà. On va compter les phases d'alimentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On aurait aussi 10 phases d'alimentation. On repère ici aussi le contrôleur et je vais vous prendre aussi une photo. Alors je ne vais pas enlever pour la photo la pâte thermique, enfin le mastic thermique qu'on peut voir à l'heure actuelle, mais vous allez quand même vous en apercevoir. Je vous la montre comme ça, mais vous aurez aussi une petite photo. C'est vraiment une architecture hyper bien faite, hyper carrée. Les soudures sont vraiment irréprochables. C'est vraiment un produit vraiment fini. Encore une fois, vous voyez, dès qu'il y a quelque chose qui est bien fait, on voit tout de suite l'estampillage de la marque. Et là, on peut s'en rendre compte, c'est Gigabit. Donc pour moi, c'est parfait, hein, je vois aucun défaut. Et je vais vous montrer d'ailleurs, je vous zoome un peu avec quelques photos de la VRAM. Comme on a pu le voir aussi sur certains modèles, je n'ai aucune trace de colle abusive, c'est-à-dire que généralement on a pu se rendre compte que le long de la VRAM qu'on voit ici, on est généralement sur certaines marques, on a pu voir des excès de colle. Là, je n'ai rien du tout. C'est vraiment parfait. Il n'y a rien à dire. Tous les éléments sont mis au cordeau, comme on a pu le voir. Alors, les bobines, ce sont aussi des bobines qui sont blindées. Donc, on a le cas de bobines blindées. Donc, ça aussi, c'est pas mal. C'est pas les fameuses bobines black qu'on a pu aussi avoir qui fonctionnent bien. Alors, j'insiste bien, les bobines feront toujours leur taf. Même pour les marques qui vous mettront donc des bobines non blindées. L'avantage d'avoir des bobines blindées, c'est qu'elles vont conférer à travers le temps une probabilité plus atténuée d'avoir du call whine. Donc, qu'est-ce que c'est que le call whine? C'est un bruit de sifflement assez aigu qui est un petit peu chiant entre guillemets à entendre lorsqu'on a ça dans son PC, lorsque votre carte graphique se met vraiment à travailler en gros. Donc là, les condensateurs, tout est parfait, hein, vraiment, je vous la remontre, c'est top. Voilà, il n'y a vraiment rien à souligner. Comme vous avez pu le voir avec moi, cette carte est clairement validée, en tout cas en termes d'hardware. Voilà, tout ce qui est mis à l'intérieur est ultra qualitatif. On a pu le voir ensemble, que ce soit du système de refroidissement, que ce soit la pose des éléments, tout est vraiment carré. Les matériaux qui sont employés aussi. Donc ça, c'est clairement validé. Et maintenant, on va tester ses températures, son son, qu'est-ce qu'elle vaut en overclocking. C'est maintenant. Alors nous allons commencer à mettre cette carte en chauffe et comme d'habitude vous commencez à connaître le protocole de la chaîne. On va faire ça avec Furmarks en définition 4K pour bien faire travailler cette carte graphique. Et on arrive à avoir des très bonnes températures CPU, 61,5 degrés. Et surtout la température de la mémoire, 58 degrés, c'est la température la plus basse que j'ai pu avoir avec toutes les 5070 que j'ai pu tester à l'heure actuelle. Un tel point que d'ailleurs ça va engendrer du silence, on va en parler tout à l'heure quand on va faire la mesure acoustique, mais vous pouvez déjà voir que les ventilateurs sont à 52%, donc à la moitié de ce qu'ils savent faire. Alors on va faire un petit peu d'overclocking, on va prendre déjà les valeurs à stock, donc 2806 points pour le score graphique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste toucher à la mémoire. J'ai eu quelques demandes là-dessus, donc je vous ai écouté. Pour cela, j'ai même téléchargé un patch pour MSI pour pouvoir débloquer de 2000 à 3000 MHz la mémoire, afin de voir les limites. Bon, en soi, donc j'ai réussi à mettre la mémoire au maximum pour moi de mon côté. J'ai réussi à avoir une augmentation en passant à 11 138 points. Donc comparé aux 10 800 points, on a un écart de 300 points, ce qui est plutôt pas mal pour la VRAM uniquement. Et maintenant, on va s'attaquer au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant commencer à overclocker le processeur graphique. Et là, vous allez voir, j'ai réussi quand même à lui mettre 400 MHz. Donc c'est là où pour le modèle 70 5070 où j'étais un petit peu plus loin. Donc on a réussi à avoir ces valeurs là. Si vous regardez bien la consommation, on est tombé quasiment très proche des 300 watts. Et c'est là on peut s'apercevoir que finalement le circuit de refroidissement qu'on a pu avoir auprès de Gigabit fonctionne très bien. Il est plus gros que la moyenne qu'on a pu le voir. J'ai pu vous l'expliquer au moment du démontage de la vidéo et ça s'est ressenti parce que finalement si vous regardez bien, on a des températures qui sont très correctes partout. Par contre, si vous regardez, la température de la mémoire a quand même augmenté de 52 à 62. Bon, elle est quand même hyper safe, il n'y a rien à dire. C'est parce que tout simplement on l'a overclocké, on a des super bonnes températures. Donc pour en revenir aussi en termes de consommation en jeu vidéo, j'ai une moyenne entre 240 à 245 watts suivant les licences de jeu.
On rappelle aussi que c'est un modèle overclocké d'usine. Enfin bon, bref. Donc du coup, j'ai réussi à avoir 12 084 points, soit 1300 points de plus. Donc on est à 11-12%. Ce n'est pas rien du tout par rapport à sa valeur à stock. Maintenant, on va tester justement les prises acoustiques. En prise acoustique, j'ai réussi à avoir 35,1 dB et c'est la carte la plus silencieuse qu'on a réussi à avoir sur le modèle 70. Pour tous ceux qui ont vu les épisodes précédents, on a pu s'apercevoir que là, on est vraiment en dessous. C'est là où on voit encore une fois que finalement d'avoir un gros système de refroidissement, ça permet aux ventilateurs, comme on a pu le voir précédemment, d'aller au maximum à 52%. Donc en gros, elles sont à 50% de leur performance. C'est pour ça qu'on a une carte qui est relativement silencieuse. Bah écoutez, elle continue dans sa lignée, c'est une carte qui est relativement silencieuse, elle refroidit aussi très bien, l'overclocking s'est hyper bien passé, même mieux que sur les autres cartes que j'ai pu tester précédemment, donc elle est clairement validée. Maintenant on va passer aux jeux vidéo, donc avant tout dans les jeux vidéo je vais vous faire un petit tableau récapitulatif de 10 jeux que j'ai pu faire en mode synthétique pour ceux qui étaient sur une autre planète ces 2 ou 3 dernières semaines, et on va attaquer tout de suite le gros du sujet dans les jeux comme Warzone, c'est maintenant. Alors on va commencer par la moyenne des jeux pour tous ceux qui étaient sur une autre planète ces dernières semaines. On va juste faire un point vite fait parce que je pense que des benches vous en avez déjà eu suffisamment ces dernières semaines. Donc elle se classe sur la 1080p au-dessus de 2% comparé à une 4070 Ti. J'ai la même performance que la 4070 Ti encore une fois en 1440p et exactement la même chose aussi en 4K. En 1080p comparé à la 4070 Super, donc juste l'ancienne génération derrière, on a plus 8%, plus 9% en 1440p et plus 8% en 4K. Je pense que si vous voulez en voir un petit peu plus, vous pouvez cliquer sur pause. Ok, nous voilà donc sur Warzone, donc j'ai fait une partie pillage en quatuor, histoire qu'on nous foute un petit peu la paix. On va surtout mesurer ce qu'on a envie de mesurer, c'est-à-dire le nombre de MH par seconde et surtout la latence parce qu'on est sur un jeu compétitif. Donc les joueurs pros vont essayer de mettre tout au minimum pour avoir un maximum de FPS par seconde, ce qui est tout à fait logique, et ils vont faire super attention aussi à leur latence. Donc nous, on va un petit peu contrôler ce qu'on a mis en paramètres, et ça va être maintenant parce qu'on va faire un petit peu tout. Le mode casual, parce que moi je suis en mode aussi un peu casual avec mes potes le soir, me faire plaisir et mettre plus de qualité. Voilà. Donc on a l'affichage, on est à 240 Hz, ce qui est normal, ça va correspondre à mon moniteur. Je suis en 1440. Le réflexe ni le boost d'activer. En qualité, j'ai mis tout en ultra, voilà, et j'ai aucune techno d'activer. Donc on est en ultra. Donc on va retenir que j'ai une moyenne en ce moment. On va circuler un petit peu pour que la moyenne se fasse bien. Ok, donc je suis avec une moyenne de 120, 130 FPS, 100, peut-être même plus proche des 120. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser. 120 FPS avec une latence moyenne de 8, comme vous pouvez le voir, avec des pics à 9. Donc c'est ce qui nous intéresse là. Ok. Et maintenant, on va aller voir, on va augmenter les choses, c'est-à-dire qu'on va changer un petit peu les paramètres. Ok. Donc, hop, on va aller là, on va aller dans graphisme, qualité, et cette fois-ci, je vais déjà mettre donc la génération d'images. Non, on va commencer par le DLSS. Voilà, et je ne vais pas activer la génération d'images. Donc forcément, d'ici, si je vais dans l'affichage, je pense que ça m'a mis... Non, ça m'a même pas mis encore la latence. Ok, ça m'a pas mis le réflexe. Donc je passe avec une moyenne plutôt, on va faire Alt M pour mettre tout à 0. Ok, donc je suis avec 180, donc j'ai déjà pris un boost. Ma latence, elle est un petit peu plus faible, comme vous pouvez le voir là à l'heure actuelle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller ici, graphisme, je vais contrôler que tout est bien nickel, tout est 100, et on va maintenant engendrer justement la génération d'images. Ok, je la valide, je l'applique. Et en affichage, du coup ça a dû me le mettre, voilà, c'est activé. Voilà, donc là on a vu ma latence diminuer, vous voyez, je suis plutôt aux alentours de 4. Alors que tout à l'heure j'étais plutôt aux alentours de 6. Donc j'ai clairement une meilleure latence, sauf que je suis passé à 200 images par seconde de moyenne, comme vous pouvez le voir, 203, 207 en moyenne. Donc j'ai une énorme augmentation d'images par seconde, donc c'est aussi l'intérêt, c'est d'avoir plus d'images par seconde forcément, surtout si on peut diminuer la latence. Je ne vais pas vous faire tout le speech pourquoi c'est mieux d'avoir plus d'images par seconde quand votre moniteur peut y arriver forcément, ne serait-ce que pour pouvoir viser et taper sur l'ennemi, c'est toujours beaucoup mieux. Donc on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs. Ok.
Donc c'est validé, c'est-à-dire que j'arrive à avoir quelque chose qui est très proche de mon moniteur à 240 Hz, c'est ce qu'il a actuellement, ce moniteur-là. Et pourtant, j'ai moins de latence. J'ai voulu mettre la caméra sur ce point de niveau pour que vous voyez exactement ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai aucun ralentissement. Hop, vous voyez, je vais faire quelques petites visées rapides. Hop. Vous voyez, ça fonctionne vraiment très très bien. Pas du tout de sujet là-dessus. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit peu une série un peu plus compétitive avant d'aller en 4K. Donc, je vais aller sur la qualité et je vais aller sur le standard, le minimum. Voilà, c'est ce que les gens vont vous conseiller. Minimum, et je vais enlever toute la techno, enlever tout ça. Voilà, j'applique. Ok, donc eux, ils vont être comme ça, le mode pro plutôt. Entre guillemets, bien entendu, ils seront même peut-être en 1080p, mais on va aller un petit peu plus dans la difficulté. Et ils vont certainement activer en plus, forcément, le boost et le DLSS et le réflexe. Ok, donc on applique. Voilà. Donc, j'ai tout activé là, vous voyez. Donc je passe à 126 images par seconde actuellement. Voilà, en qualité moyenne. Pas un énorme gap, comme vous pouvez le voir. Ma latence est proche des 7. J'ai pas un énorme gap non plus. Vous voyez. En termes de... Donc on retourne maintenant dans les paramètres. Graphisme. Donc j'ai bien ça d'activer. Qualité. Très basse. Là, on ne peut pas faire plus bas, voilà, tout simplement. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que donc, dans ce cas de figure, donc on était avec 130. On va mettre maintenant le DLSS et on va adjoindre la génération d'images. Appliquer les modifications. Ok. Donc ce qu'on vous déconseille à chaque fois de faire. Et bien d'accord, je passe à 250 images par seconde, 249, vous voyez là en instant T. On va faire Alt M pour mettre les valeurs à 0. Voilà. Donc voilà, j'ai une moyenne de 250 images par seconde. Et ma latence est à 4. Ça fonctionne, ok. On va se dire, écoute, Pax, on va pouvoir essayer de faire de la 4K avec ce type de carte. Ah, j'ai bougé un peu la caméra, excusez-moi, elle est tellement proche. Excusez-moi pour mon gameplay un peu pourri, mais je suis à 1 mètre en ce moment quasiment de mon clavier souris, afin de vous mettre la caméra entre deux pour que vous ayez vraiment la sensation que je suis en train de vivre actuellement. Donc on y va, donc on va aller dans affichage et cette fois-ci, nous allons passer en 4K. Appliqué. On est en 4K. Confirmé, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même passer en ultra. Soyons fous, on applique le tout. Ok. Ok. La latence, aux alentours de 8, 9. J'ai des pics quand même, on voit qu'il y a des pics qui montent à 10, mais je suis d'une manière générale quand même moins. Donc oui, c'est très clairement validé. Cette carte est validée vraiment aussi bien pour faire de la 4K sur ce type de jeu compétitif là, que aussi bien pour faire de la 1440p. Alors je suggérerais toujours plus la 1440p, voilà forcément, mais vous allez voir ensuite aussi où les benches, je ne sais pas si je vous les ai mis avant ou après la vidéo, mais vous allez voir qu'elle s'en sort très bien en 4K en 1440p, même sur une moyenne de jeu totale, même sur des jeux en mode solo. Passons maintenant dans le cas d'un jeu solo, donc on va utiliser Alan Wake et l'avantage de ce genre de jeu c'est justement d'avoir le ray tracing et d'avoir aussi le pass tracing. Et comme c'est un jeu solo, on n'a pas besoin autant de réactivité forcément aussi qu'un jeu en FPS. Donc j'ai pris du 1440p et de la 4K, je vous avais dit que j'allais quand même faire de la 4K, vous allez voir que c'est quand même relativement intéressant d'ailleurs. Donc on commence par le 1440p, donc je suis à 68 FPS, donc ce que vous voyez en blanc dans les barres, le blanc ça va être le 1% low et le rose ça va être les FPS moyenne, donc average. Donc j'ai 68, dès que j'active le ray tracing et le pass tracing, je tombe à moins 41%, donc je tombe à 40 fps, donc c'est relativement très lourd, elle a beaucoup du mal à le supporter, et c'est là où forcément on va pouvoir faire quelque chose. Donc je vais commencer par mettre le multiframe x2, donc de là j'ai un plus 3%, je monte à 70, c'est déjà un petit peu plus fluide, mais c'est pas non plus
fou. Ensuite, si je fais un x4, alors le x4 directement, je tombe à 90% supplémentaire, c'est-à-dire de 68 images par seconde, je tombe à 129. Donc, j'ai quasiment le double en sachant que j'ai actionné mon pass tracing et j'ai actionné mon ray tracing par rapport à la valeur native. Donc là, ça vaut vraiment le coup du coup d'avoir ça. Et si en plus je mets l'UPE, donc ce que vous voyez UPE, c'est l'upscaler donc en mode équilibré. Là, j'ai plus 150%, j'ai 170 images par seconde et 136, comme vous pouvez le voir, en 1% low. Donc là, on le voit bien, c'est performant, ça fonctionne bien. Forcément, les latences seront beaucoup moins exigeantes sur ce type de jeu. On est sur un jeu solo. En 4K, eh ben écoutez, j'ai quand même fait la démonstration. On peut se rendre compte. Donc, je fais moins 44% lorsque j'active forcément le pass tracing et le ray tracing. C'est clairement injouable, 20 images par seconde. Le x2 me fait revenir à la surface, c'est-à-dire que je suis à 36 contre 36 avec mon natif. Le x4 plus 75%, je retourne à 63 images par seconde. C'est déjà jouable, on peut le dire. Pas assez en tout cas à mon goût. Et si j'active la totale, c'est-à-dire l'upscaler en mode qualité plus le x4, j'ai 165 images par seconde, 192%, donc quasiment 200%. Là, dans ce cas de figure, effectivement, on peut tout enclencher. La carte, elle est clairement validée. Et on va même revenir un petit peu sur la latence et un petit peu sur Warzone. Pourquoi? Parce que ce que vous avez vu quand je vous indiquais la latence et la latence moyenne, ce n'est pas la vraie latence. Et oui, à chaque fois que vous voyez ça, lorsque vous voyez des gens qui vous font des benches, ce n'est pas la vraie latence. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle tout simplement le frame time. Qu'est-ce que c'est que le frame time? C'est combien de temps il faut pour générer une image. Sauf que ce n'est pas la latence globale de votre PC. Donc le frame time, c'est ce qu'on mesure. Et c'est ça qui va être important. Donc on va déjà commencer à parler de la frame time. Je vous mets un petit tableau ici. Et vous pouvez voir par exemple pour 240 images par seconde, on devrait avoir quelque chose aux alentours de 4 millisecondes. Et je les ai obtenus avec cette carte graphique en additionnant toute la technologie qui avait cette soi-disant technologie qui pouvait vous faire ralentir et vous créer plus de latence. Et là, vous voyez, je suis dedans, j'étais à 4 millisecondes, il me fallait 4 millisecondes et je les ai. Donc en soi, je suis bien, oui et non. Parce qu'en fait, la latence ne démarre pas d'ici. La latence, elle démarre sous votre index. C'est-à-dire que la latence, elle va démarrer de la souris. On va commencer par la souris. La souris a de la latence, les put-like, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui jouent pas en filaire et qui jouent en sans fil parce qu'ils vont dire c'est une contrainte le fil. Moi, je suis en mode compétitif, il faut que ça bouge dans tous les sens. Je ne veux aucune contrainte. Oui, mais non, parce que suivant la connectique en sans fil, que ce soyez en Bluetooth ou en Wi-Fi, vous allez avoir de la latence. Je vous montre encore un petit tableau. Et là, vous voyez, on parle plus de 4 millisecondes, ça peut aller jusqu'à 50 millisecondes. Donc c'est bien facile de râler, la latence, la technologie et tout ce que vous voulez. Et finalement, les gars, ils se tapent du 50 millisecondes et ça se trouve, ils ne sont même pas au courant. Donc oui, si on veut être compétitif, il faut jouer obligatoirement avec votre souris, mais qui est branchée directement à votre PC par un câble. Ça ne s'arrête pas là. La latence va aussi se passer à l'intérieur de votre PC, par exemple avec le render queue, mais on va en parler avec la technologie Reflex, mais ça va aller aussi jusqu'à votre moniteur. Si vous avez un moniteur avec un temps de réponse de 5 millisecondes, vous les additionnez. Et maintenant, comment on fait pour calculer tout ça? On peut pas calculer tout ça. Si, en fait, on peut. Il y a une technologie qui vous permet de le faire, mais il faut activer le réflexe. Alors les réflexes, c'est cette option qu'on a pu voir que j'ai activée tout au long des jeux sur Warzone, sauf que comparer quoi avec quoi? C'est-à-dire que pour avoir ma latence finale, il faut que je l'active. Mais je la compare à quoi du coup? C'est-à-dire que j'aurai donc un score activé et non activé, je n'ai pas de score parce que je ne peux pas le mesurer si je ne l'active pas. Donc ça sert à rien de faire ce type de mesure si je ne sais pas le comparer, si je ne sais pas ce que je vais gagner derrière. Donc forcément, je ne pourrai pas les comparer. Oui, effectivement, ça va vous créer de la latence de faire de la génération d'images. Mais attention, pas l'upscaler, c'est-à-dire que le DLSS à proprement dit qui va upscaler comme j'ai fait en mode qualité, si vous le mettez en mode qualité, ça va ramener des images de par exemple de 1080p en 1440p, donc ça va l'upscaler et ça en soi ça va pas vous créer de latence, au contraire vous pouvez en gagner. Si derrière à ça, vous allez en plus additionner le réflexe ou le réflexe plus boost. Là, qu'est-ce que ça va faire? Le réflexe et le réflexe plus boost, ça va enlever, je pense que maintenant je vous l'ai déjà assez expliqué sur la chaîne, ça va vous enlever une section qui est le render queue, donc un endroit où les données font un peu la queue avant d'être traitées. Donc ça va vous le supprimer, il va y avoir une communication directe entre votre CPU et votre GPU. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'en plus, vous faites DLSS plus réflexe
et plus le boost, là, vous êtes vraiment beaucoup mieux que si vous étiez uniquement en natif. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que vous aurez plus d'images par seconde, vous l'aurez vraiment augmenté, et en plus de ça, vous aurez moins de latence. Alors je ne suis pas un joueur compétitif, parce qu'on va aussi parler de tout ce qui n'est pas compétition. Moi je ne suis pas un joueur compétitif, et donc je ne pourrais pas d'ailleurs m'exprimer pour tous les joueurs compétitifs non plus, mais je vous parle d'un raisonnement. La base des joueurs compétitifs qu'on a toujours entendu dire, c'est qu'ils mettaient les définitions les plus light possibles afin d'augmenter le système et d'avoir aussi plus d'FPS par seconde. Sauf que là, vous avez pu le voir, 240 images par seconde, c'est déjà pas mal. Ok, c'est très bien, mais là, il n'y a plus vraiment besoin de le faire. Regardez bien, j'étais à 240 FPS en activant juste le New Frame Generation, donc le x2, pas le x4, le x2, et c'est ça qui est pas mal, c'est suivant vos jeux, suivant forcément la compatibilité des jeux par rapport aux technologies, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au x4, le x2 suffit largement, donc vous générez encore moins d'images, faites un x2, donc là on est déjà pas mal pour des joueurs donc comme moi, casual entre guillemets, plus le DLSS, plus le réflexe et le boost, donc là c'est déjà très bien. Et si on est plus compétitif, à ce moment-là, virez juste la génération d'images, vous pouvez actionner le DLSS, l'upscaler d'image qui n'a strictement rien à voir avec l'ancien upscaler d'image qui au contraire pouvait vous donner la latence. Là ça n'a strictement rien à voir, il est bien foutu, il fonctionne bien, je pense qu'il a déjà été bien validé. Derrière, vous mettez le boost et le réflexe, et là vous êtes en mode compétitif, pour moi, très clairement. Donc aujourd'hui, revenons à cette carte-là, parce qu'on n'est pas sur une 5080, une 5090, même pas une 5070 Ti, on est sur une 5070. Vous l'avez vu, sur un jeu compétitif, je me suis même fait du 130-140 en 4K, avec une latence aussi minime. Alors attention, souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit dans tous les benches que vous verrez avec les testeurs, de ce que vous voyez, généralement, ce ne sera pas la vraie latence, ce sera uniquement le time frame. Le frame time, vous verrez, ça va dépendre un peu des gens, mais ce sera ça. Et ce n'est pas vraiment la latence, c'est juste en combien de temps il a généré une image. Alors, c'est très important, bien évidemment, c'est une valeur, l'une des valeurs même les plus importantes, mais ce n'est pas tout. Comme je vous l'ai dit, ça va commencer de votre index. Et là, on parle de jeux compétitifs, donc pour ceux qui veulent vraiment faire attention à tout, ça commence à partir de votre index, bien évidemment. Parce que depuis la sortie des 5000, tout le monde a écrit au loup, attention, la génération d'images va vous créer aussi beaucoup plus de latence. Oui, ça vous crée de la latence, mais attention, ça vous crée aussi des images supplémentaires, parce qu'il y a aussi un balancement à faire. C'est-à-dire que c'est clair que ça va créer un peu de latence, mais ça va créer aussi des images supplémentaires. Et c'est quand même un balancement qu'il faut se faire. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux avoir un petit peu plus de latence, mais avoir aussi plus d'images par seconde. Attention à ce que je dis, c'est bien mesuré. C'est-à-dire que des fois, il faut mieux avoir un petit peu de latence supplémentaire pour avoir des fréquences supplémentaires, oui, mais il ne faut pas que ce soit comme ça, le décalage. Voilà, il faut que ce soit toujours en harmonie. Et c'est pour ça que suivant les jeux, vous pouvez activer donc le x2, le x3 et le x4. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et on va terminer cette section-là juste par le 1% low, parce qu'il est aussi important. Qu'est-ce que c'est que le 1% low? On le voit souvent dans les benches, vous le voyez aussi. C'est-à-dire que vous allez voir l'average, c'est-à-dire la moyenne des jeux. Et le 1% low sera les parties basses des images que va pouvoir sortir votre carte graphique. C'est-à-dire que vous allez avoir des descentes, on peut appeler ça par exemple du sottering. Ok? Sauf que des fois votre 1% low va venir tout simplement de votre jeu, du moteur de jeu et aussi du CPU, du processeur. Tout ne vient pas de la carte graphique. Encore une fois, j'insiste bien. Et encore une fois, ce qui est plutôt pas mal des fois avec aussi la génération d'images, c'est que la génération d'images peut aussi augmenter votre 1% low. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez disparate. Et c'est pour ça que des fois, lorsque vous jouez, vous avez un peu de stuttering parce que vous êtes monté tellement haut dans le FPS. Et quand il va avoir son 1% low, même s'il y a eu la génération d'images par-dessus, vous allez le sentir. Voilà, donc ça aussi, ça va dépendre beaucoup de votre moteur de jeu, sachez-le, et aussi de votre processeur que vous aurez en face. Voilà pour le jeu vidéo. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que j'ai vécu dans mes applicatifs professionnels pendant une semaine. Donc pendant une semaine, j'ai fait aux alentours, je dirais, de une dizaine, voire une quinzaine d'heures de montage vidéo avec cette carte graphique et j'étais assez satisfait. Alors attention, ma configuration actuelle,
c'est une 3090. Je m'en sers actuellement pour faire mon montage vidéo, donc j'ai pu la comparer avec une carte sur laquelle j'étais toujours satisfait. Alors sachez qu'en termes de montage, c'est-à-dire qu'au moment où vous montez, c'est-à-dire j'ai jamais eu besoin de la demi-qualité de privilégiation en sachant que je filme en ProRes à l'heure actuelle, en 4K. Elle a toujours assumé, mais pourquoi? Parce que c'est aussi beaucoup votre processeur. Je suis avec un 12900K qui fait largement le boulot et ces deux cartes graphiques ont bénéficié vraiment de ce processeur-là. Ça a été plutôt lorsque vous mettez des effets, c'est là où votre carte graphique va devoir travailler et sur les effets, ça l'a quand même bien fait, c'est-à-dire que vraiment je n'ai vu aucune différence et la seule différence que j'ai vue ça a été sur mes temps de rendu. Donc je vous montre quelques exemples que j'ai mis ici, je les ai quand même mesurés. Donc ce que vous voyez là c'est sur un fichier de 100 Go, sur rendu bien entendu avec des effets et on s'aperçoit que j'ai 30% quand même supplémentaire par rapport à ma 3090. Oui, mais on parle d'une 3090, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans c'était le haut de gamme et c'est une carte qui a aussi beaucoup plus de VRAM, donc qui s'en sort beaucoup mieux. Alors c'est-à-dire que vraiment pour faire des vidéos, alors attention je ne suis pas un cinéaste, mais avec les effets que vous avez pu voir par exemple sur cette vidéo, pour faire du YouTube, cette carte fait aussi le taf. Il faut juste prendre par exemple 30% de temps supplémentaire sur les temps de rendu. Pour du Photoshop, tout ce que j'ai eu à faire en Photoshop, je n'ai vu strictement aucune différence. Je n'ai bugué nulle part, ni en export, ni sur les effets, ni sur rien. Donc franchement, ça le fait royalement, il n'y a pas du tout de sujet. Voilà, on arrive maintenant sur la fin de cette vidéo et forcément, vous allez me dire, mais Pax, est-ce que tu nous conseilles cette fois-ci? Parce qu'à chaque fois, je vous le demande par rapport à chaque marque que j'ai testée. Est-ce que cette Gigabit, je vous la conseille? Bah écoutez, oui, cette Gigabit, je vous la conseille. Et je pense que si vous avez vu la vidéo de A à Z, vous allez comprendre tout à fait pourquoi. Déjà, la qualité de fabrication, les matériaux qui ont été employés. En termes de refroidissement, on a pu s'en rendre compte, la carte est fraîche et ce qui va conférer justement plus de silence. On est tombé avec les valeurs en acoustique les plus basses depuis que j'ai testé les 70. C'est cette carte là que j'ai entre les mains et c'est déjà un modèle qui est haussé et en plus de ça, quand je l'ai haussé, elle a hyper bien réagi. Donc oui, je peux la conseiller bien évidemment. Voilà la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit abonnement, un petit like, ça aide toujours la chaîne à performer à travers le temps. Je vous dis maintenant à très vite pour la prochaine vidéo. A plus tout le monde!